Donc la semaine passée, on avait vu comment ou qu'est-ce qu'on sait faire avec une variable qualitative. Donc une variable qui prend des catégories comme valeur possible. Et on a dit que on a regardé la statistique descriptive en créant un diagramme en barre, en créant le tableau d'effectif des fréquences. Après, on a parlé de l'estimation ponctuelle. Donc, si cette variable-là, dans le cas spécifique où la variable suit la loi binomiale, on pourrait regarder les proportions, on pourrait estimer la proportion, donc une estimation ponctuelle de la proportion. Après, on a créé les intervalles de confiance, donc les intervalles autour de cette estimation qui donnent la valeur plausible, car l'estimation même, c'est une valeur, disons, fixe dès qu'on a l'échantillon et qui va changer par échantillon. Et donc, on voudrait savoir quelles sont les valeurs qui sont possibles pour avoir pour le paramètre. Et donc, ça nous donnait l'intervalle de confiance à une certaine confiance, souvent de 95%. Et après, on a fait des tests. On a vu comment faire une test pour vérifier des hypothèses, si la proportion est égale à une certaine valeur ou pas. Donc, une hypothèse bilatérale, ou si c'est plus grand ou plus petit qu'une valeur des hypothèses unilatérales. Et maintenant, on va faire la même chose pour des variables quantitatives. Et au début, on avait dit que dans les variables quantitatives, il y a deux sortes. Il y a les variables discrètes, les variables continues. Pour les variables discrètes, en soi, ça se passe comme les variables qualitatives. J'ai un nombre limité de valeurs possibles, donc je peux faire la même analyse en stade descriptif. Pour les intervalles de confiance et des tests, ça change un peu, mais on va pas en parler. Mais on va se focaliser maintenant sur des variables continues qui sont ou qui vous allez rencontrer quand même le plus souvent. Et donc pour ces variables continues, on va faire la même chose. On va voir comment on va décrire cette variable, donc statistique descriptive. Après, on va voir qu'est-ce qu'on sait estimer. On pourrait estimer beaucoup, mais on va regarder la moyenne. Comment on va faire une estimation de la moyenne. Un intervalle de confiance pour cette estimation. Et on va de nouveau finir avec les tests. Et comme vous verrez, c'est surtout la première partie, l'analyse descriptive, qui sera différente. Le reste suit très prochement le développement qu'on a fait la semaine passée. Donc, si nous avons une variable quantitative, mais continue, spécifique pour le continu, pour la variable qualitative, avant, on avait fait le tableau des effectifs, le tableau de la fréquence. Donc, on avait fait un tableau qui reprenait toutes les valeurs possibles, les valeurs distinctes possibles, et on comptait combien de fois on rencontrait cette valeur dans la base de données. Donc, on vraiment comptait, ça c'est la fréquence, ou ça c'est l'effectif de cette valeur distincte. Si nous avons maintenant une variable continue, on ne sait pas faire ça. Pourquoi pas? Car pour une variable continue, cette variable pourrait prendre toutes les valeurs dans un certain intervalle. Et ça veut dire que les valeurs que nous allons observer il y a beaucoup de valeurs distinctes. Il y a très peu de valeurs qui vont se répéter. Donc les effectifs seront très bas, 0, 1, 2 souvent, mais pas souvent beaucoup plus que ça. Et donc ça n'a pas de sens de lister toutes les variables possibles, car si je vais prendre la taille, j'aurai toutes les variables entre 160 et 190 ici, je pense, avec un effectif de 1 ou 2. Donc ça ne me donne pas beaucoup d'informations. Donc ce qu'on va faire pour une variable continue, on va les regrouper en classes, on va créer des classes fictives et on va regarder par classe quel est l'effectif et quelle est la fréquence. Donc, donné pour cette partie-là, on va regarder le niveau de cotinine observé pour 40 fumeurs. On le prend en nanogramme par millilitre. Et on avait des observations qui allaient de 0 en théorie jusqu'à l'infini. On a un certain nombre d'observations et on va créer des classes
des classes fictives pour regarder cette valeur-là. Donc, pour les classes, j'ai besoin de bornes. Cette borne, je peux les... il y a des règles pour choisir des bornes où vous dites, je vais les choisir moi-même. Souvent, si vous les choisissez, c'est plus facile, car quand même, la borne, ils sont variables et ils vont dépendre, si vous utilisez les règles à suivre, ils vont dépendre de l'échantillon. Et donc, si par exemple, j'ai un nombre d'observations là, je vais regarder la valeur. Ce qu'on regarde toujours, ce sont quelle est l'étendue des valeurs. On peut toujours regarder l'étendue. Disons que ça va de 29 jusqu'à 400. Disons qu'il y a quelque part 81. Si vous allez regarder l'étendue et vous dites, je veux créer, suivant les règles des bornes, la première borne va être 29 jusqu'à quelque chose. Et après, je vais continuer jusqu'au moment où j'arrive à la dernière valeur observée. Les classes que vous créez de cette manière-là, ce n'est pas vraiment utile ou interprétable. Donc, souvent, ce qu'on fait de manière automatique, on prend l'étendue, on dit qu'on a un tel nombre d'observations, donc ça correspond à peu près avec, disons, 10 classes, et je vais le couper en 10. Et donc, ça va me donner quelque chose de 29 à 93, 94 à je ne sais pas quoi, etc. Et donc, les bornes là ne sont pas vraiment utiles à utiliser ou faciles à utiliser. Et donc, pour ça, la recommandation est créer des bornes qui sont faciles, qui sont interprétables et qui vous plaisent. Donc là, au lieu de prendre des bornes pareilles comme ça, c'est beaucoup plus facile de prendre des bornes assez faciles et donc dire que moi je vais regarder 0 à 100. Après, je vais de 100 à 200, etc. Souvent, la plupart du temps, on va prendre aussi la largeur des classes les mêmes. Donc la largeur de la classe, on appelle l'amplitude. C'est beaucoup plus facile pour travailler si les amplitudes sont tous les mêmes, mais ce n'est pas vraiment une nécessité. Si vous ne le faites pas, vous devriez faire quelques modifications dans les représentations graphiques, dont je vais parler plus tard. Mais en soi, vous pourriez prendre des amplitudes différentes. Comme on a fait ici aussi, pour la dernière, vu qu'il y a très peu d'observations dans la dernière classe, on a dit on va regarder tout ce qui se passe entre 400 et l'infini, donc tout ce qui est plus grand que 400. Donc on prend des classes, on prend des bornes faciles, interprétables, on prend des amplitudes, idéalement les mêmes amplitudes, et après on va diviser toutes les valeurs possibles, donc toutes les valeurs qu'on pourrait observer dans ces classes-là, et de cette manière-là que les intervalles que je crée, ils couvrent toutes les options et les intervalles sont disjoints. Disjoint. Il n'y a pas d'intersection entre les deux. Donc,
Les intervalles donc couvrent toutes les valeurs possibles. Donc toutes les valeurs observables possibles. Et chaque observation peut tomber que dans un seul intervalle. Donc ici, on a fait le choix de ne pas inclure le 100 dans le premier intervalle et donc l'inclure dans le deuxième. C'est un peu selon l'utilisateur. Donc parfois, on prend des intervalles comme ça. D'autres personnes prennent des intervalles qui sont fermés à la borne supérieure et ouvertes à la borne inférieure. Vu que ce sont des variables continues, ça ne va pas changer beaucoup. Donc ça va changer les effectifs peut-être avec un ou deux, mais jamais une grande différence. Mais donc, ce qui est important, c'est que chaque valeur observée ne tombe que dans un seul intervalle des intervalles que nous avons créés. Et donc, après, on fait la même chose pour créer une table d'effectifs, une table de fréquences. Donc, on liste tous les intervalles possibles. Donc, on va regarder les intervalles et on compte combien d'observations il y a dans chaque intervalle. Donc, c'est l'effectif de l'intervalle. Donc pour ce tableau ou cette variable-là, donc la variable x, c'est la variable qui nous donne le niveau de cotinine. L'effectif dans la première classe est 11. Ça veut dire que j'ai 11 observations qui ont une valeur de cette variable entre 0 et 100, 100 pas inclus. J'ai 12 qui tombent entre 100 et 200, 200 pas inclus, etc. Et ça me donne une distribution aussi. Ça me donne une distribution des effectifs pour cette variable, mais maintenant on regarde par classe et pas par valeur individuelle. Donc d'une manière, on perd un peu d'informations. Donc on n'a plus les informations individuelles comme on avait dans le cas qualitatif, mais pour une variable continue, c'est assez difficile. Certainement, si on a beaucoup d'observations dans l'échantillon. Donc dans ce cas-là, on a des effectifs, l'effectif total 40, donc il y a 40 observations dans l'échantillon. On peut créer la fréquence de même manière, donc on divise l'effectif par l'effectif total. Ça me donne les fréquences, mais les fréquences par classe. Fréquence totale, toujours 1, donc 100%. J'ai toutes les observations qui tombent dans une seule classe. Ce que vous pouvez parfois voir, c'est que là, le total n'est pas exactement égal à 1. À ce moment-là, il y a quelques arrondis qui ont été faits d'une manière pas tout à fait correcte ou pas assez détaillée pour que la fréquence sera 0,99 ou 0,01, 1,01. Mais donc la fréquence totale devrait être en théorie 100%. Et aussi, ici il y a une façon logique de faire, on peut créer les effectifs et les fréquences cumulées. Donc pour les fréquences cumulées dans les variables qualitatives, on avait dit ou bien il y a un ordre naturel et je vais trier les observations dans cet ordre naturel et compter l'effectif total, ou bien je crée un ordre moi-même dans les observations ou dans les valeurs possibles. Et souvent, on va faire la tri selon la fréquence observée. Ici, pour les variables continues, il y a un ordre naturel. On commence toujours par la classe la plus petite et on va à la classe la plus haute. Donc, faire une fréquence cumulée, ça vient aussi d'une manière ou d'une façon naturelle. Donc, on regarde la fréquence de la première classe. Fréquence cumulée pour la deuxième classe, c'est la fréquence de la première classe plus la deuxième classe, 0,58. Donc ça veut dire que 58 des observations tombent dans classe 1 ou classe 2. Après, j'ai 93% qui tombent dans les 3 premières classes, 95% dans les 4 premières classes, et donc il y a encore 5% qui se trouvent dans la dernière classe. Donc l'idée est complètement la même chose que pour les variables qualitatives, mais on fait maintenant par classe au lieu des observations ou des valeurs distinctes.
100 dans ce cas-ci dans la deuxième. Donc là, j'ai l'intervalle qui n'inclut pas 100, donc c'est un intervalle ouvert là. Donc 100 n'est pas inclus. Ici, 100 est inclus. Donc c'est dans la deuxième classe. Si la définition était autrement, bah, si j'avais fermé ici, bah, je devrais ouvrir là, et ça tombait dans la première classe. Donc pour ça, c'est toujours intéressant ou utile de regarder comment les classes sont définies, à quel point, ou si on met la borne fermée, c'est la borne supérieure ou inférieure. Donc ça change par programme, ça change par personne. Remarque qu'on a, oui et oui, ça va. Si j'ai 16 observations, si j'ai créé la table, ben, je peux faire la même chose que pour les variables quantitatives. Je vais le décrire dans ce qu'on appelle un histogramme. L'histogramme, c'est l'équivalent d'un diagramme en barre. Donc pour l'histogramme, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends les classes que j'ai créées, je les mets sur l'axe des abscisses, donc l'axe horizontal, et j'ajoute ou bien l'effectif ou bien la fréquence. Tout bêtement. Donc ici, j'avais des classes 0 à 100, 100 à 200 et tout ça. Donc je prends les classes créées, et apparemment, il n'y a pas d'observations qui sont plus grandes que 500. Donc, on a arrêté ici à 500. Donc, et après, on regarde les effectifs. Donc là, il y a 11 observations dans la première classe. Donc, je crée un bar avec une hauteur égale à 11 pour la première classe. Après, il y a 12 dans la deuxième. Bah, j'ai créé un bar avec hauteur qui est égal à 12. Dans la deuxième classe, après c'était 14. À peu près là. Un seul et 2. Et donc ça me donne quelque chose comme ça. Donc ça me donne l'histogramme. Donc l'histogramme, c'est l'équivalent continu du diagramme en barre. L'idée est la même. La différence maintenant est qu'on va lier les barres. Donc pour les variables qualitatives, on disait que j'ai des classes. Donc chaque classe n'a rien à voir avec la valeur de l'autre classe d'une manière. Et donc je vais créer des barres qui sont séparées. Un bar qui correspond à une certaine classe. L'auteur c'est l'effectif ou l'auteur c'est la fréquence. Ici, j'ai bien des bornes par classe. Et donc, je vais aussi prendre les barres où la base des barres égale à l'amplitude. Donc, je vais prendre la base de chaque barre égale à toute la largeur de la classe. Donc, on va lier les classes l'un à l'autre, car dans le tableau, ils sont aussi liés, ils se suivent directement. Pour le reste, l'idée est la même. Donc, j'ai l'effectif... où je pourrais créer un histogramme pour les effectifs ou pour les fréquences. Donc l'effectif, j'ai les valeurs observées, j'ai les proportions, les fréquences sur l'axe des ordonnées. C'est la seule différence. Vous voyez que l'interprétation ou la visualisation est égale, c'est exactement le même, ce qui est logique, mais l'axe vertical change, c'est pendant le cas ce que je choisis. Donc là, c'est pour des classes d'amplitude constantes. Si maintenant j'ai des amplitudes qui ne sont pas constantes, c'est possible de faire. Donc,
souvent, ce qu'on fait, si on a un histogramme, une option, c'est vous avez un histogramme et après vous avez deux classes très petites. Bah, c'est de regrouper les deux classes. Donc j'ai, disons, sorry, tritué. J'ai des observations pareilles. Et je dis, bah, les deux classes là, la dernière classe, ils sont un peu trop petits pour moi. Je vais les grouper dans une seule classe. Comme ça, cette classe a 5 observations. Je peux le faire. Il n'y a rien qui m'empêche de faire ça. Bah, à ce moment-là, bah, si je recrée l'histogramme, donc j'ai encore le 12, attends. « 15, 19. Bah, à ce moment-là, j'ai 5 observations qui tombent dans la nouvelle classe. Si je veux l'indiquer sur l'histogramme, bah, qu'est-ce que je vais prendre comme hauteur? 5. Est-ce que c'est logique? Bah, moi, je dirais non. Pourquoi pas? Car dans ce cas-là, ce que je vois, c'est qu'il y a un bar là avec une hauteur égale à 5. Et donc, ça me donne l'impression qu'il y a beaucoup plus d'observations dans la classe là que dans les deux classes là. Donc, ça donne l'impression qu'il y a 5 pour la première partie et 5 pour la dernière. Donc, disons à peu près 10 au total au lieu de 5. Donc, ce qu'on va faire, dans ce cas, s'il y a des classes qui ne sont pas égales, mais je vais vous expliquer, mais on ne va pas faire des exercices là-dessus. On va créer des histogrammes toujours par le logiciel. Mais à ce moment-là, on va créer un histogramme d'aire unitaire. Et on va lier pas l'auteur à la fréquence ou à l'effectif, mais la surface. Donc, la surface de chaque barre devrait être proportionnelle à l'effectif ou la fréquence. Donc, ce sera souvent la fréquence. Et donc, ce qu'on va faire, c'est là, sur l'axe vertical, on ne va pas mettre l'effectif ou la fréquence, mais on va mettre, disons, la fréquence divisé par l'amplitude, ou la fréquence divisée par l'amplitude fois une certaine constante. Et dans ce cas-là, si je dis, bah, je prends encore la hauteur qui est égale à 12, 15, 19, bah, j'ai une amplitude égale à A, là 2A, donc je devrais avoir que la surface est proportionnelle à la fréquence ou à l'effectif, bah là, j'ai une certaine valeur divisée par A, divisée par A, divisée par A. Bah ici, je l'ai divisé par 2A, donc la fréquence ou l'amplitude, c'est la double, donc je dois diviser l'hauteur par 2. Et donc, je vais prendre, à ce moment-là, une hauteur qui est égale à 2,5 au lieu de 5. Donc c'est une idée globale. Les détails ne sont pas trop importants, mais ce que je vais faire, je vais prendre pas l'hauteur qui est proportionnelle à la fréquence ou l'effectif, mais
la surface du rectangle. Et donc là, j'ai une base qui est 2 fois la base des autres. Donc je prends l'auteur de la classe, donc je prends l'effectif de la classe qui est 5, mais je le divise par 2 au lieu de par 1. Et donc là, vous voyez qu'il y a 2,5 comme auteur. 2 fois, donc c'est à peu près 5 dans la totalité, qui correspond à 3 plus 2. Donc d'une manière, on va prendre une hauteur qui est proportionnelle à l'hauteur moyenne des classes qu'on va regrouper. Et donc, si on fait effectivement cette... oui. Le nom était un peu trop tôt. Donc, ça, c'est un histogramme qui est où on a pris la surface proportionnelle à l'effectif ou la fréquence. Si on prend vraiment la fréquence divisée par l'amplitude, là, on aura un histogramme d'air unitaire, car l'air total en dessous des rectangles est égal à 1. On pourrait démontrer que si on fait comme ça, ça donnera un R égal à 1. Et l'avantage, c'est qu'on sait directement comparer des histogrammes unitaires, car toutes les valeurs là sont relativisées. Donc toutes les valeurs sont de proportions relativisées qui prennent en compte la fréquence et l'amplitude. Mais bon, vu que nous regardons que la statistique univariée, une variable, c'est moins important pour nous. Si on a l'histogramme, on peut demander au logiciel d'ajouter une courbe de lissage. Donc, il va d'une manière continuiser cet histogramme-là. Donc, l'histogramme nous donne une idée de la distribution des observations. Donc, ça nous montre comment les observations sont reparties dans les différentes classes. Et donc, en courbe de lissage, il va prendre une courbe où il va chercher une fonction continue qui, d'une manière, va approcher l'histogramme. Et donc là, cette courbe de lissage, vous pourriez le voir à peu près comme une fonction de distribution. Donc l'histogramme, l'histogramme me donne la distribution des observations, donc la distribution que je vois dans l'échantillon. Et si je prends cette courbe de lissage, je vais essayer de le continuiser, donc d'une manière à avoir une idée de la distribution théorique qui pourrait correspondre à la distribution de l'échantillon. Et donc ça me donne une idée de la distribution ou une distribution possible pour ces valeurs-là. Non, pas de distribution de densité, désolé. Donc c'est la fonction de densité, donc la fonction qui détermine la distribution et pour laquelle l'air ou la surface en dessous de cette courbe est égale à 1. Première option, histogramme. C'est une graphique qui est normalement toujours fait. Autre option, c'est le dot plot. Le dot plot, c'est d'une manière plus informative, car je vais mettre un point par observation, mais ce n'est pas toujours utile s'il y a trop d'observations. Donc pour le dot plot, qu'est-ce que je fais? Je prends ma variable, je prends toutes les valeurs possibles, donc je prends l'étendue des valeurs et je mets un point par observation dans la base de données. De cette manière-là, je vois aussi où je reçois une idée de la distribution.
Donc, je vois par exemple qu'il y a beaucoup d'observations qui sont là entre 0 et 330. Il y a quelques observations, 2 observations qui s'approchent de 500. Il y a une forte concentration là et là, mais ce n'est pas trop détaillé. Donc, la distribution n'est pas vraiment détaillée. Mais l'avantage est que je pourrais retrouver à peu près les valeurs individuelles. Désavantage, ça marche si je n'ai pas trop d'observations. Donc si pour les mêmes valeurs possibles, donc j'ai de nouveau les valeurs continues 0 à 500, j'ai une base de données qui a une taille de 10 000, je dois mettre 10 000 points dans ce graphique-là. Vous ne verrez plus rien car tout est couvert. Donc un dot plot, c'est utile quand le nombre d'observations dans l'échantillon est petit. Mais autrement, on devrait retomber certainement, sûrement sur l'histogramme. Ou la troisième option, le box plot. Donc un dot plot, c'est utile, mais on ne va presque jamais l'utiliser. Et donc la dernière option pour créer un graphique, c'est créer un box plot. Pour le box plot, on a besoin des quantiles. C'est d'abord le box plot et après. Yes. Donc si vous vous souvenez, les quantiles, les Q alpha, sont les valeurs telles que il y a alpha % de la masse qui est à gauche et A moins alpha qui se trouve à droite. Donc, c'est donc, la probabilité x est plus petite que Q alpha est égale à alpha. Donc là, si j'ai une certaine distribution, n'importe laquelle, Q alpha veut dire qu'il y a alpha % de la masse à gauche et donc 1 moins alpha % de la masse qui se trouve à droite. Donc on a discuté la quantile pour la distribution théorique. On peut faire la même chose pour l'échantillon. Donc l'échantillon, à ce moment-là, on aura la quantile empirique. La quantile empirique, l'idée est la même. Je vais chercher cette valeur-là pour laquelle il y a un certain pourcentage des observations qui est plus petit que cette valeur. Donc, ce qui nous intéresse surtout, premièrement, sont les quartiles, donc le Q25, Q50, donc le médian, et Q75. Donc, c'est l'observation dans notre base de données. Donc, pour les quantiles empiriques, un quantile empirique est toujours une des observations qu'on a rencontrées. C'est cette observation-là pour laquelle la probabilité d'être plus petite que cette observation-là est, en théorie, 25%, mais en pratique, ce n'est pas toujours possible d'avoir exactement 25%. Donc, on prend la première observation pour laquelle on dépasse le 25%. Donc, parfois, on saute de 24 à 26, vu le nombre d'observations. Donc, on prend la première observation pour laquelle on va dépasser le alpha. Même chose, le médian, c'est la première observation pour laquelle on va dépasser 50%. Et la première observation pour laquelle on va dépasser 75% des observations. Comment je sais trouver? Je vais regarder toutes les valeurs possibles, je compte le nombre d'observations et après je divise en 4 parties égales, grosso modo. Donc j'ai besoin pour calculer des observations individuelles. Donc si j'ai que les valeurs groupées, donc les valeurs dans le tableau avec les classes, je ne sais pas exactement les retrouver. Je pourrais les approximer
quand même avec une interpolation linéaire. On va pas regarder ça. Et donc, en pratique, souvent, vous allez dire au logiciel, donne-moi les quantiles ou les quartiles. Et donc là, j'ai mes observations. Je vais prendre, ou je vais le diviser en 4 parties. J'avais combien? Comme ça, c'est 16. 17. 19. Je la divise en 4 parties. Et là, ça me donne le Q25, le Q50 et le Q75. Donc, je vais le diviser d'une telle manière que dans chaque des parties, j'ai à peu près 25% des observations. En pratique, je vais trouver ou je vais chercher la première valeur pour laquelle je dépasse 25% de la masse. Donc, pour laquelle je suis sûr d'avoir observé les 25%. Donc, ça me donne les quantiles empiriques. Et donc là, si je le divise en 100 parties, j'ai dit la fois passée, on l'appelle les percentiles et on l'appelle les quartiles, donc Q1, Q2, Q3, avec Q2 qui est égal au médian. Et après, avec les quartiles, je peux créer la boîte à moustache ou le boxplot. Comment on crée ce boxplot? Et je vais le créer d'une manière verticale, car c'est plus facile pour dessiner avec l'espace qu'on a. Tout d'abord, je prends mes quartiles. Donc, j'ai Q1, j'ai Q2, j'ai Q3. Je les indique sur l'axe et je mets une boîte autour. Donc, je mets une boîte qui va de Q1 jusqu'à Q3. J'indique Q2. Donc, c'est la ligne là. Donc, j'ai la boîte Q1 vers Q3. J'ajoute le médian au Q2. Et après, je prends la valeur max et min. Donc, c'est le Q1 et le Q100 au QN. Donc là, si je le trie, le X avec un entre parenthèses, c'est la valeur minimale. Donc je vais ajouter la valeur minimale sur le graphique. J'ajoute la valeur maximale. Donc le XN, N entre parenthèses. Donc là, je ne sais pas si j'ai expliqué avant, si je mets les indices entre parenthèses, c'est la série triée. Donc X1 est plus petit ou égal à X2, Xn. Donc X1 c'est le minimum, Xn c'est le maximum, et j'ajoute des moustaches à cette boîte-là. Oui.
Je vais vous expliquer. Je vais l'expliquer. Oui, par définition, ce sont les quartiles. Donc je divise en 4 parties égales, donc c'est le 25, le 50 et le... Oui. Donc les minuscules sont les quantiles, et souvent on l'utilise par percentile. Si je mets Q1, Q2, Q3 en majuscule, sont toujours les quartiles. Oui, on pourrait faire ça. Donc c'est la première observation et la dernière. Donc c'est la première quantile. Donc il n'y a que cette observation-là qui est plus petite. Et là, Q100, ça veut dire que 100% est plus petite que cette observation-là. Donc c'est la dernière observation. Donc vous pouvez le dire, si je prends la valeur maximale minimale, je prends le x1, xn de la série triée, je prends le premier quantile et la dernière quantile. Donc, ce sont des options possibles. Et donc, l'utilité, c'est que vous avez beaucoup d'informations sur un seul graphe. Non. Oui, non, la ligne noire, c'est le Q50. Donc, oui, la flèche n'est pas exacte, mais c'est celle-là. Je dois un peu régler l'auteur. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On a la valeur max et min. Donc, j'ai l'étendue des observations. L'étendue totale. J'ai le médian. Donc, j'ai un paramètre de tendance centrale ou paramètre de position. Parfois, on ajoute aussi la moyenne. Si on ajoute la moyenne, on met un petit étoile ou un cercle ou quelque chose dans la boîte. On ne fait pas toujours, mais ça me donne un autre paramètre de position. Et si je compare les deux, j'ai déjà une idée si les deux sont égales ou pas, s'il y a une certaine forme de symétrie ou pas dans la donnée. Donc, j'ai la valeur min-max, j'ai le médian, j'ai Q1 et Q3. Donc, j'ai aussi l'écart interquartile, ce qui est un paramètre de dispersion. Bon, l'étendue est aussi un paramètre de dispersion, mais il est assez inutile s'il y a des valeurs extrêmes. Donc ça. Et j'ai une première idée s'il y a de la symétrie ou pas. Donc, je regarde le plot. J'ai la valeur min, valeur max, l'étendue totale des observations. J'ai Q1 et Q3. Donc, ça me donne l'écart interquartile. Donc, l'écart interquartile est égal à la longueur de la boîte. C'est un paramètre de dispersion qui donne la dispersion des valeurs qui se trouvent au milieu. Donc, les 50% qui se trouvent au milieu. Donc là, par définition, j'ai 25% des observations qui se trouvent là, 25
là, 25 là et aussi 25% là. Donc l'écart interquartile me donne la dispersion pour les données centrales. L'étendue me donne la dispersion totale. Q1, Q3, Q2, le médian qui me donne une idée du centre de la distribution, parfois accompagné avec la moyenne. Et finalement, j'ai la symétrie. J'ai une idée de la symétrie en regardant la longueur. Donc, je vais comparer Q2 moins Q1 avec Q3 moins Q2. Donc, je vais comparer car c'est comme ça dans la base de données. Donc, si vous regardez là, j'ai des observations qui ne sont pas nécessairement symétriques, qui ne sont pas distribuées de la même manière. J'ai mis où? Là. Tac, tac. Je peux prendre... oui, là. Si j'ai des observations qui sont vraiment concentrées dans la valeur plus petite, mais il y a quand même quelques valeurs plus larges, si je divise, ça va être quelque chose comme ça. Première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie. Mais il y a 25% des observations dans chaque intervalle. Donc ça dépend vraiment des observations que vous avez à ce moment-là. Et donc, finalement, oui, la symétrie. Je vais regarder la boîte et comment la boîte est découpée en deux. Donc, je vais comparer cette longueur avec cette longueur. Si les deux sont à peu près les mêmes, ça veut dire que Q2, le médian, se trouve au milieu de la boîte. Et donc, à ce moment-là, j'ai une symétrie pour la valeur centrale. Et deuxième chose que je pourrais regarder, c'est cette distance-là, donc la moustache à gauche et la moustache à droite. Et de nouveau, si les deux ont à peu près la même longueur, il y a une symétrie pour les extrémités, pour la queue aussi. Donc là, je vais comparer celle-là et là. Et Q2 moins X1 versus XN. Q3. Donc ça, c'est en bleu. Et ça, c'est en rouge. Donc, je vais comparer les valeurs là. Si les deux sont égaux, à peu près égaux, ça m'indique une symétrie du centre de la distribution. Je vais comparer les moustaches. Si les moustaches sont à peu près égales, il y a une symétrie dans la queue de la distribution aussi. Et donc, la boîte à moustaches sont les mêmes. Si vous avez un logiciel, il va le tourner comme ça. Vous le tournez 90 degrés de cette manière pour obtenir cette valeur ou ce graphique-là. Et donc, avec la boîte à moustaches, j'ai une idée. Je n'ai pas la distribution exacte, mais j'ai une idée. Donc, je sais où commencent les observations, où ils se terminent. Je sais que ça va augmenter d'une telle manière. Mais, ici, dans l'exemple, la boîte à gauche est plus courte ou la partie gauche de la boîte est plus courte de la partie droite. Donc, ça veut dire qu'à gauche, je monte plus vite que de descendre à droite. Car là, j'ai 25%, et là, j'ai aussi 25%.
Donc si la boîte est dissymétrique de cette manière-là, bah, ça veut dire que je monte plus vite que je descends, et après, les queues, ça va déterminer la vitesse pour les queues ici. Donc ça diminue d'une manière pareille. Si les deux boîtes sont égaux, bah, ça donne une distribution beaucoup plus symétrique. Si dans le cas extrême, ma boîte est comme ça, bah, ça va monter très vite et descendre très bas, très doucement. Donc là, si vous tournez la boîte, ça va vous indiquer, là, si c'est beaucoup plus petit, je monte vite, je descends très doucement, donc ça me donne une dissymétrie à gauche, donc un étalement vers la droite. Si la boîte est inversée, bah, ça va faire l'inverse. Donc la boîte à moustache, comme ça vous donne l'information ou beaucoup d'informations sur la distribution. Ça ne vous donne pas la forme exacte, car je ne sais pas l'auteur ou la vitesse exacte, mais ça vous donne quand même une idée de la forme de la distribution. Il y était une différence dans ma tête. Mais oui, donc là, il descend moins vite. Et donc, ce sera quelque chose comme ça, 25%. À peu près. Donc là, pour 25%, cette largeur-là est plus petite que cette largeur-là. Donc je sais que je vais avoir, si c'est unimodal, le médian va à peu près correspondre au pic. Et donc là, si la boîte ici est plus courte que la boîte là, ça veut dire que j'ai 25% dans un intervalle qui est plus court. Donc j'ai donc là j'ai Q2, Q1 et Q3. Donc j'ai le médian qui me donne une idée du centre. J'ai le Q1 et le Q3. Dans la boîte, je vois que la boîte à gauche est plus petite, ou la partie à gauche est plus petite que la partie à droite. Mais quand même, je dois avoir 25% dans chaque des intervalles. Donc là, pour arriver au pic, je dois monter beaucoup plus vite que descendre là. Mais, comme dit, c'est une idée globale, mais ce n'est pas la forme exacte. Mais ça donne une idée de la symétrie ou pas. Donc ça, c'est le boxplot de base. Il y a une modification du boxplot qui est normalement toujours fait, mais qu'on ne va pas détailler. Mais ce qu'on fait souvent, c'est regarder les moustaches et voir s'il y a des valeurs extrêmes ou pas. Donc parfois, les moustaches sont adaptées pour indiquer des valeurs extrêmes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est limiter la moustache aux valeurs qui sont considérées comme normales, qui sont considérées comme plausibles. Ce qui est indiqué ou qui est défini par ça. Donc,
la définition exacte n'est pas importante pour vous, mais donc la valeur dépend de Q1 et Q3. Donc je vais regarder à gauche de la boîte ou à droite de la boîte et je vais dire que je peux dépasser avec O plus une fois et demi l'écart interquartile, donc une fois et demi la boîte même. Et donc là, je vais couper, si nécessaire, donc, si par exemple j'avais la moustache là qui était beaucoup plus longue, donc ce que je vais faire, c'est prendre l'écart interquartile une fois et demi, donc une fois et demi là. Donc là me donne l'étendue des valeurs qui sont considérées comme normales. Et si la moustache dépasse ces valeurs-là, ben je vais m'arrêter à la dernière observation qui est plus petite que cette limite-là. Et les autres, je vais les indiquer individuellement. Donc, par exemple, là, j'ai des valeurs. À gauche, il n'y a pas de problème. Donc, toutes les valeurs-là sont des valeurs qui sont considérées comme normales. À droite, je dépasse la limite supérieure pour des valeurs normales. Je prends la dernière valeur, donc la dernière observation qui est plus petite que cette limite-là, et les autres, je vais les indiquer séparément. Donc de cette manière-là, j'aurai une boîte pareille, mais je vois aussi directement s'il y a des valeurs extrêmes ou pas. Un et demi. Mais il y a un raisonnement mathématique derrière. Pourquoi? Mais donc ça, le 1,5 fois l'écart interquartile, c'est l'étendue normale, ou ce qui est souvent considéré comme l'étendue des valeurs normales. 1,5 fois l'écart interquartile. Oui. Si on utilise quand même, si on utilise les quartiles et l'écart interquartile. Donc, 3 méthodes. Donc, l'histogramme, pour que l'histogramme soit représentatif, il faut définir soigneusement le nombre et la limite des classes. Donc, une bonne idée pour le nombre des classes, c'est prendre le nombre de classes égal ou à peu près égal à la racine de n. Donc, si j'ai 100 observations, je vais prendre à peu près 10 classes. Bon, si ça tombe plus facile avec des limites par classe, d'avoir 8 classes, vous prenez 8 classes. Ce n'est pas nécessaire de prendre 10, mais ne va pas prendre 20 ou 25 classes ou 3 classes. Pourquoi pas? Car si je n'ai pas assez de classes, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas d'informations ou pas d'informations utiles. Donc, chez mes observations, je prends, ou je vais créer l'histogramme et je vais le mettre en 3 classes. Voilà. Et ça me dit rien. Donc, j'ai pas, ça me donne presque pas d'informations, vu que j'ai pas assez de classes. Donc, comment ça se passe? Il y a beaucoup d'observations à gauche aussi ou pas. C'est trop vague, c'est pas informatif, pas du tout informatif. Trop peu de classes, pas informatif. Trop de classes, c'est pas informatif non plus, car ça va me donner beaucoup de classes petites.
et un histogramme très irrégulier, etc., etc. Donc si je prends trop de classes, j'aurai beaucoup de trous, car il y a un nombre d'observations ou de valeurs que je n'ai pas observées. Donc j'ai beaucoup de trous, et j'ai des barres qui sont très variables, donc j'aurai un histogramme qui est très chaotique. Et donc ça ne me donne pas d'informations non plus, car c'est trop chaotique, c'est trop détaillé. Donc il est vraiment important d'avoir un nombre de classes qui est utile, disons autour de la racine de n. Et souvent on dit aussi qu'on prend des classes entre 5 et 20, 25 classes au max. Et 25 classes, là c'est déjà si vous avez vraiment beaucoup d'observations. Donc une première idée, et c'est avec racine n, mais prenez les classes d'une manière utile, donc choisissez la borne, les limites des classes, choisissez des valeurs qui sont faciles à utiliser. Donc on ne va pas commencer avec des classes de 75,5 jusqu'à 93,5, après jusqu'à 111,5. On va prendre de 75 à 90, de 90 à 105 et tout ça. Donc prendre des valeurs faciles à utiliser. Si j'ai très peu d'observations, je peux prendre le dot plot. Donc souvent on dit au max 30 observations pour un dot plot. Nombre d'observations plus que 50 histogrammes. Moi je dirais essaye l'histogramme quand même toujours. Ça donne toujours de l'information. Et pour le box plot, même chose, créer le box plot, même s'il n'y a pas beaucoup d'observations. Donc le box plot est utile à partir de 15 observations, car à ce moment-là, les quantiles, les quartiles ont quand même l'information utile, mais regarde quand même le box plot et ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on sait faire encore? On a, si vous vous souvenez, la fois passée, on a dit qu'on a besoin d'une hypothèse supplémentaire pour créer l'intervalle de confiance et pour faire le test. Et on avait l'hypothèse supplémentaire que NP devrait être égal à 5 ou au moins 5 et N fois 1 moins P est égal à ou au moins égal à 5. C'était pour avoir une approximation normale des observations. Donc aussi ici, on va normalement supposer que les données suivent une distribution normale. Mais donc on doit aussi vérifier que c'est vraiment une distribution normale qu'on suit. Et donc on pourrait le faire à partir de l'histogramme. Donc ça pourrait vous donner une première idée. Donc si vous créez l'histogramme, pareil, pour avoir une idée de normalité, ça devrait être symétrique et à peu près une forme cloche. Donc la courbe de lissage pourrait vous démontrer, ou vous montrer, pas vraiment démontrer, que si c'est une hypothèse raisonnable ou pas. Mais quand même, ce n'est pas toujours très informatif. Et donc ce qu'on peut faire, ou ce qui est mieux de faire, c'est créer un QQ-plot. Donc on va regarder les quantiles théoriques et les comparer avec les quantiles empiriques pour voir si les données suivent la distribution supposée. Donc là, le QQ-plot, QQ, quantile. Donc je vais comparer les quantiles théoriques avec les quantiles empiriques. Donc là, c'est une distribution que je suppose. Et on va le faire maintenant pour la distribution normale. Mais on pourrait le faire pour n'importe quelle distribution. Et là, je regarde l'échantillon.
Donc pour la distribution choisie, je connais les quantiles à partir du tableau ou le logiciel. Donc cette distribution est complètement définie par sa loi. Je connais la distribution, par exemple pour la distribution normale, je connais les valeurs exactes et je connais les valeurs qui correspondent à certains quartiles ou quantiles. D'autre manière, ou d'autre côté, j'ai l'échantillon et là je vais regarder les observations et quel quantile je pourrais calculer avec les observations. Donc les observations, ils vont correspondre à certains quantiles de la distribution. Donc, vu que j'ai des observations, ce ne sont pas toujours des quantiles qui sont très jolis. Donc là, j'ai des quantiles, si je regarde dans l'empirique, vu les observations que j'ai, je pourrais calculer le 5%, le 20, le 33, 50, 65, 80 et 95. Donc, ce n'est pas toujours distribué également ou joli, mais je vais regarder quel quantile je pourrais calculer. Donc, je les calcule basés sur l'échantillon et je vais rechercher les mêmes quantiles dans le tableau des quantiles ou par le logiciel. Et si mon hypothèse est vraie, alors les quantiles que j'ai observés devraient correspondre à peu près avec les quantiles théoriques. Donc si cette hypothèse est vraie, les quantiles que j'observe dans la base à données, dans l'échantillon, et les quantiles théoriques devraient être presque les mêmes. Et donc ça veut dire que si je crée un plot pareil, donc je mets sur l'axe des abscisses sont toujours les quantiles empiriques. Sur l'autre, je mets les quantiles théoriques. Si les deux sont les mêmes, je vais comparer avec la première bisectrice. Et donc, les valeurs devraient se trouver si je le mets. Donc, je crée des couples. Donc là, j'ai un couple avec la quantile observée et la quantile théorique qui correspond. Je mets ce couple dans ce graphique-là et je fais ça pour toutes mes observations. Ça me donne des points qui devraient à peu près suivre la première bisectrice. Ce ne sera jamais exactement égal à la première bisectrice car c'est un échantillon. Il y a un caractère aléatoire, donc il y a toujours un peu de variation. Mais si ça suit à peu près cette ligne-là, je pourrais dire que oui, la distribution, mon hypothèse de distribution est vraie. Pour maintenant la loi normale, je n'ai pas tous les tableaux. Donc, je n'ai pas le tableau pour chaque valeur de mu et sigma au carré, mais je connais quand même le tableau pour la loi normale standard et je sais que je pourrais transformer chaque variable normale dans une variable normale standard. Si je retire l'espérance, je divise par l'écart type. Donc, si je fais moins mu divisé par sigma, je retrouve toujours la loi normale standard. Et donc, pour la loi normale, donc si je suppose que mes observations devraient suivre une loi normale, je vais comparer avec la loi normale standard et je vais prendre les quantiles de cette distribution-là. Ce qui change, c'est il y a une transformation linéaire, donc la droite là sera transformée dans une autre droite,
qui n'est plus la première bisectrice, mais toutes les observations devraient encore suivre une droite. Donc la droite, là, vu que je compare, là, en théorie, une loi normale avec mu et sigma au carré qui ne sont pas 0,1, avec la loi normale standard, ça ne me donne pas la première bisectrice, mais une autre droite. Et donc je vais la mettre dans le plan et je vais voir si ces observations, ces couples vont suivre une droite à peu près ou pas. Et donc là, vous avez les couples qui correspondent à ces observations-là. Donc, vous voyez que là, c'est le 5% en empirique, qui est un peu plus petit que le 5% en théorique. Le 20% qui est plus petit que l'autre. Aussi une différence, c'est là, l'empirique un peu plus grand que la théorique, plus petit, plus grand. Donc, il y a toujours une variation, ce ne sera jamais égal à égal. Mais donc là, on va voir si à peu près on suit la loi normale. Donc un QQ-plot vous donne une indication, c'est jamais exact, mais ça vous donne quand même l'idée si c'est acceptable ou pas. Et dans ce cas-ci, on pourrait dire que oui, les observations suivent assez bien la ligne droite, la ligne en noir. Oui, ça vous donne l'impression que... Donc, tout ce que nous allons faire, tout ce qui prend une hypothèse de normalité, il y a toujours un peu de relaxation là-dessus. Donc, les données doivent suivre à peu près la loi normale. Donc, en théorie, ça doit être la loi normale, mais c'est encore valable si c'est proche de la loi normale. Et donc, là, si ça ressemble à la loi normale, ce sera bon. Non, souvent pas, mais on va voir quelques exemples qui... ici, vu que vous regardez les quantiles, ça va avoir moins d'impact. Donc, à ce moment-là, ce qui se passe, si c'est une valeur extrême, ce qui va changer, c'est ce point-là ou ce point-là. Et déjà, dans les extrémités, vous aurez moins d'observations. Donc, il y a toujours d'office un peu de déviation dans les extrémités. Et donc, si la majorité au milieu suit bien la ligne, souvent, on va dire que c'est OK. Donc, s'il y a une valeur extrême, normalement, on ne va pas faire grand-chose là-dessus, donc on va dire que c'est OK. Ça vous donne l'idée si ça suit la loi normale, oui ou non. Oui. Mais ça ne vous dit pas quelle loi exacte, car on compare avec la loi normale standard. Ça vous donne simplement l'hypothèse de normalité, ça semble acceptable ou pas. Il y a des tests aussi, on pourrait vraiment tester si des observations suivent une loi, mais ces tests-là, on ne va pas les voir, ce sont des tests non paramétriques. Et aussi, la puissance des tests n'est pas trop forte. Donc, de faire le test ou regarder le QQ-plot, il n'y a pas une grande différence entre les deux. Donc, c'est beaucoup plus facile de créer le plot, visuellement voir et décider vous-même, oui, c'est à peu près OK ou c'est vraiment pas OK. Comme là. Donc ici, on a deux courbes. Donc la distribution empirique, c'est celui en noir. La distribution théorique, normalité, c'est celui en rouge. Donc, à première vue, on pourrait dire, ça suit quand même une loi normale. Je vais tester si c'est vraiment le cas ou pas. Donc, je vais créer le QQ-plot et j'ai ces observations-là. Tandis que la droite, il est là.
Donc au milieu, c'est bon, mais quand même, je vois qu'il y a pas mal de points qui se trouvent en dessus ou au-dessous de la droite. Et ici, qu'est-ce que ça implique ou qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on voit que pour avoir ou pour suivre une loi normale, ben, le noir, les queues sont trop lourds. Les queues sont plus lourds que les queues qu'on suppose ou qu'on expecte avoir pour la loi normale. Et donc, je vois ici que dans les queues, donc dans les extrémités, il y a une déviation. Donc, si je trouve des valeurs pareilles, donc des valeurs qui, à gauche et à droite, se dispersent de la droite, ben, ça me dit que les queues sont plus lourds que la loi normale. Donc, ce que je disais avant, c'est, bon, dans les extrémités, on aura toujours un peu de différence, vu qu'il y a très peu d'observations dans les extrémités. Et donc, si ça, c'est ma droite. Souvent, si j'ai un échantillon, bah, la plupart des observations se trouvent au milieu. Donc là, je pourrais calculer très détaillé les quantiles. Dans les extrémités, bah, j'ai moins d'observations. Et donc là, vous voyez aussi que l'écart entre chaque point est plus large. Quand même, bah, j'aurai quelques déviations à gauche et à droite. Ce n'est pas trop grave si la majorité suit. Ici, bah, on a, OK, dans le centre, mais il y a quand même une déviation systématique. Donc là, ça suit à peu près, et j'ai deux là, qui ne sont pas OK. Là, je pourrais dire, bah, c'est OK pour normalité. L'autre, si je fais le graphe, bah, j'ai vraiment une courbe qui s'éloigne et s'approche et s'éloigne. Donc là, ce sont des queues qui sont plus lourds. Donc là, la normalité n'est pas vraiment en ordre, vu que j'ai deux queues qui sont plus lourds que ce que je devrais avoir. Si j'avais ça, mais j'avais ce point-là, et tout le reste se trouvait beaucoup plus proche de la ligne, ce serait OK. Ici, maintenant, j'ai une déviation systématique qui continue à s'éloigner, et donc les queues sont en erreur. Autre option, donc le rouge, c'est encore le normal. Le noir, c'est ce qu'on voit dans les données. Bah, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que c'est une distribution qui est dissymétrique. Donc, la queue à gauche est beaucoup plus lourde que la queue à droite. Donc, dissymétrique à droite, étalement à gauche. Bah, là, on voit clairement, pour ce cas-ci, qu'il y a une grande déviation de cette ligne-là et qu'il y a une courbe qui est courbée de cette manière-là et qui s'éloigne. Donc là, c'est un queue à gauche qui est plus lourd. Queue à gauche qui est plus lourd, en général, on trouve quelque chose qui va comme ça. Et l'autre, c'est un cas extrême, donc c'est l'exponentielle. Il y a toute la masse, où la majorité de la masse se trouve là. Donc là, il y a une grande masse et un queue extrêmement lourd à droite. Ben là, on trouve l'inverse. Donc il y a une courbe qui va comme ça. Donc si vous voyez comme ça, bon, ça veut dire que la queue droite est beaucoup plus lourde. Donc queue gauche, queue droite, et les deux sont plus lourds. Mais en gros, bon, les détails sont moins importants. En gros, ce qui est important, c'est de regarder ce qu'on voit et comparer avec la ligne droite. Est-ce que ça semble en ordre? Oui. Dans ce cas, on peut supposer que l'hypothèse de normalité est bien. Non, pas. C'est pas, ou ça ne suit pas une loi normale. Répartition spatio-temporelle, on ne va pas vraiment en parler. Oui.
Non, les trois cas là sont des exemples où ça ne suit pas la loi normale. Et donc là, si ça suit à peu près cette droite-là, c'est OK. Donc si vous avez des données temporelles, ben normalement vous allez les représenter dans le temps. Donc vous allez mettre le temps sur l'axe horizontal, l'observation sur l'axe droit, et vous regardez ce qui se passe dans le temps, donc une série temporelle. Si vous avez des données qui sont spatiales, vous allez mettre les observations souvent sur une carte selon leur position. Donc, chaque position correspond à la location où on a pris l'observation et après, la couleur va indiquer dans quelle classe l'observation tombe. Mais donc, ce sont des cas spéciaux, on ne va pas regarder en détail des choses pareilles. Mais donc, si vous avez des données spatio-temporelles, la représentation va se modifier un peu. Après, donc comment on va les représenter? On a vu la représentation graphique. Après, on peut le résumer dans quelques statistiques. On les a vus théoriquement, donc l'espérance, la médiane, l'écart type, la variance et tout ça. Et on va maintenant les calculer sur l'échantillon aussi. Donc, premièrement, pour une idée de la position centrale, on calcule la moyenne. Donc, pour une variable quantitative, on calcule la moyenne. La moyenne empirique, donc là, la moyenne empirique x bar, petit x bar. En théorique, ça correspond avec l'espérance, donc mu. Donc l'empirique ou la moyenne empirique est basée sur les observations, donc ça me donne une valeur exacte. Je prends la somme de toutes les observations, je divise par le nombre des observations, donc la définition standard de la moyenne. La médiane empirique, je vais noter avec x tilde. Donc c'est vraiment la valeur qui se trouve au milieu. On avait noté avec m pour la valeur théorique et le mode empirique. Le mode empirique, c'est la valeur ou les valeurs qui sont représentées le plus souvent. Pour des variables continues, on ne parle souvent pas d'un mode empirique, mais la classe modale. Donc on ne va pas regarder quelle valeur apparaît le plus souvent, mais on va regarder quelle classe a le plus d'observations. Donc, on pourrait regarder la mode empirique, mais pour le cas continu, chaque observation, chaque valeur distincte aura un effectif 1, 2, 3, peut-être un peu plus, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Et donc, on va retrouver souvent beaucoup de modes qui ont le même effectif. Et parfois, le mode, la valeur qui a le mode, c'est une valeur qui a 3 observations et les autres ont 1 ou 2 observations. Donc le mode même, dans le cas continu, n'est pas très utile, mais quand même, la classe modale, ça c'est plus intéressant. Et donc ça donne une idée de la centralité de la distribution. Donc, où se trouve le centre? La moyenne, on prend la valeur, on divise. Si on fait ça, la chance de tomber exactement sur une observation est très, très, très petite. Donc, la valeur de la moyenne est presque jamais égale à une valeur observée. La valeur de la médiane, parfois et parfois pas. Donc, si on a un nombre impair, donc si j'ai 5 observations, la médiane sera la valeur qui se trouve au milieu. Je pourrais prendre cette valeur-là et j'ai 2 observations à gauche, 2 observations à droite, c'est exactement au milieu. Donc, à ce moment-là, ça correspond à une valeur observée. Si
j'ai 6 observations là, je ne sais pas vraiment le diviser. Et donc, ce que je vais faire, je vais prendre les 2 valeurs au milieu et je vais prendre la moyenne. Donc, je vais prendre comme médiane la valeur qui se trouve là au milieu. À ce moment-là, la médiane ne correspond pas à une valeur observée, mais il est entre les 2 valeurs centrales. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la valeur de la médiane n'est pas nécessairement égale à une valeur observée. La moyenne n'est presque jamais égale à une valeur observée. La moyenne est la plus utilisée, mais comme on a dit, c'est très susceptible à des valeurs extrêmes, vu que si on a une valeur extrême, la médiane va extrêmement être influencée par sa définition. Le médian, par contre, si j'ajoute ici, donc j'ai quelque chose comme ça, et une valeur extrême, je cherche encore la valeur qui se trouve au milieu, donc il ne va pas changer. Donc il est beaucoup moins influencé, donc le médian est beaucoup moins influencé par des valeurs extrêmes, vu qu'il regarde seulement ce qui se passe au milieu. Donc il ignore les valeurs extrêmes, donc il est assez robuste. On a dit. La mode, j'ai dit aussi. Et si la variable est catégorielle, on sait que calculer la mode. Donc, première chose. Deuxième chose, la dispersion ou la variabilité. Donc, pour la variabilité, c'est utile pour comparer 2 distributions, surtout si la moyenne est égale. Donc, le centre des 2 est le même, mais vous voyez que quand même, la variabilité pour la première site est beaucoup plus large que celle-là pour la deuxième site. Donc, on a un centre qui est le même, mais une variabilité différente. Donc, on pourrait comparer ou calculer la variance empirique, l'écart type empirique, l'étendue empirique et le coefficient de variation. Si vous vous souvenez, la variance théorique, c'était sigma au carré, c'était l'espérance de x moins mu. Donc l'espérance correspond avec une moyenne. Donc si je traduis ça en observation, ça me donnait. Donc je regarde tous les écarts, donc je regarde la différence entre l'observation et la valeur centrale, donc la moyenne empirique. Je fais ça pour toutes les observations et après, je fais la moyenne. Au carré. Ce que vous voyez dans la formule, il y a une petite modification. Je ne divise pas par n, mais par n-1. Et là, c'est la variance empirique, ce que je note avec s au carré, donc lettre latin, sigma au carré, le s en grec. Pourquoi je divise par n-1 et pas par n? Tout bêtement, car j'ai déjà fait une estimation. Donc j'ai mes données, j'ai ma base de données, et j'ai déjà fait une estimation pour x bar. Donc c'est déjà une estimation que j'utilise pour le calcul, et donc ça va me limiter avec 1 degré de liberté. Pourquoi ça me limite? Et c'est noté sur le slide qui suit. L'information est contenue dans les observations x1 jusqu'à xn. Si maintenant je connais x bar, l'information n'est pas incluse dans x1 jusqu'à xn, mais seulement dans la première n-1. Pourquoi? Car si je connais ces valeurs-là et la moyenne, alors je connais la dernière valeur. Donc, j'ai la formule x bar, c'est x1 plus x2 divisé par n. Si je connais ça et ça, je sais retransformer cette formule-là pour trouver la dernière valeur.
il y a une seule possibilité pour la dernière observation. Donc, il est d'une manière fixée par la connaissance de la moyenne. Et donc, ce qu'on dit en statistique, on perd 1 degré de liberté. Et donc là, on va diviser par n-1, car on utilise une estimation dans le calcul. C'est le raisonnement derrière. Le formule, c'est ce qui est important. Donc l'écart empirique, c'est la racine de la variance. L'étendue empirique, on regarde la valeur maximale moins la valeur minimale. Et le coefficient de variation, on prend l'écart type empirique, on divise par la moyenne empirique, on multiplie avec 100%. Et là, ça me donne une valeur qui n'a pas d'unité et donc qui me permet de comparer des variables différentes. Donc, si j'ai, disons, la taille en centimètres, la variance est exprimée en centimètres au carré, centimètre au carré. L'écart type, je prends la racine, donc c'est en centimètres. L'étendue, c'est en centimètres. Le coefficient de variation, donc j'ai une étendue en centimètres. Je divise par la moyenne en centimètres. Donc là, il n'y a pas d'unité. Donc c'est adimensionnel. Il n'y a pas d'unité spécifique. Et donc je pourrais comparer la taille en centimètres avec la dispersion du poids en kilos et le comparer en utilisant le coefficient de variation. Ça ne marche pas pour les autres, car comment vous voulez que je compare des kilos avec les centimètres? Là, si je reprends cet exemple-là, on a, si on le calcule, une variance de 92, 0,92 pour la première site, qui est plus large que la variance de la deuxième site, l'écart type qui est plus large et l'étendue qui est plus large. Donc, clairement, on voit que la variabilité là est plus large que la variabilité pour l'autre, qui se traduit dans des valeurs de paramètres ou des statistiques qui sont plus grandes que les valeurs de site 2. J'ai expliqué ça, oui. Donc divisé par n-1 par la somme. On pourrait, j'ai expliqué avant dans la partie théorique, utiliser la valeur absolue au lieu du carré. C'est une option, mais les calculs sont plus difficiles, donc ce n'est pas souvent fait. Mais en théorie, on pourrait le faire. Et donc, on pourrait aussi regarder le coefficient de variation. Disons qu'on a maintenant, là il y a une petite erreur, c'est site 1. Donc c'est la valeur de site 1. Et j'ai une troisième site qui a toutes les mêmes observations que la première site, mais qui sont translatées. Donc la distribution là, c'est la même, mais la moyenne est différente. Donc j'ai une moyenne de 1,6 et une moyenne de 5,6, mais on voit que la dispersion est en soi la même. Je trouve une variance qui est égale, je trouve un écart type qui est égal pour les deux. Donc les deux là me disent qu'il n'y a pas de différence entre la distribution 1 et 3. Par contre, le coefficient de variation, il est différent. Pourquoi il est différent? Car cette valeur va dépendre de la moyenne. Donc la CV, c'était S divisé par X bar. Donc ça donne la dispersion relative à la moyenne. Et donc, logiquement, si la moyenne est plus grande, on va avoir des valeurs plus petites. Vu que l'écart type des deux est le même, je vais diviser par une moyenne qui est plus grande. Le coefficient de variation devient plus petit. Donc, ça veut dire que pour des valeurs plus grandes, d'une manière, si la moyenne est plus grande, il est plus logique d'avoir une dispersion plus grande aussi. Vu que là, si on regarde ça entre 0 et 2, autour de 1,6, donc il y a à peu près 2 à gauche, 2 à droite, 2 comparé avec 1,6 ou 2 comparé avec 5,6, c'est différent, c'est un différent pourcentage. Donc l'influence dans
Dans le premier cas, c'est beaucoup plus large que dans le deuxième cas. Ce qui est logique, si la moyenne est la même, ça correspond à ce qu'on voit dans l'écart type. Donc l'écart type est plus petit, donc le coefficient de variation sera plus petit aussi, pour une même moyenne. Et j'ai dit ça, c'est toujours positif, unité et adimensionnel. Et encore un dernier mot sur les valeurs extrêmes. Donc on pourrait essayer de retrouver des valeurs extrêmes. Parfois c'est facile à retrouver. J'ai toutes les valeurs qui se trouvent là. Une seule valeur qui se trouve là, bon, c'est une valeur extrême. Je vais le reporter. Ce n'est pas toujours si clair. Et donc on pourrait retomber sur le Z-score, où la valeur centrée réduite. Donc si vous vous souvenez, ça correspond un peu à la transformation qu'on a fait pour retrouver la loi normale standard. Donc on retire la moyenne, on divise par l'écart type, et donc ça me donne une valeur qui va dépendre de la moyenne et l'écart type, et donc il va dire comment cette observation-là, comment il se comporte vis-à-vis de la moyenne en tenant compte de dispersion S. Donc, est-ce qu'il se trouve loin de la moyenne ou pas? Combien des écarts types il va se trouver éloigné de la moyenne? Et donc, on pourrait regarder, par exemple, quelques personnes. Donc, pour les hommes, la taille moyenne est 175 cm avec un écart type de 7,11. Zlatan Ibrahimovic, donc le footballeur, il a 1,98 m. Et là, il y a un Z-score qui correspond à 3,23. Lorenzo Insigne, 163, donc un défendeur qui est beaucoup plus petit. Il y a un Z-score qui est moins 1,69. Donc on voit que, vu que le Z-score est positif, on sait que la taille de Zlatan est plus large que la moyenne. Le Z-score est négatif, donc la taille de Lorenzo est plus petite que la moyenne. En plus, là, j'ai un Z-score de 3, donc ça veut dire qu'il se trouve plus, ou il se trouve 3,23 dispersion de la moyenne. Donc, il est beaucoup plus éloigné de la moyenne que Lorenzo. Donc, l'autre se trouve à gauche, mais éloigné 1,69. Il se trouve à droite, mais éloigné 3,23. Donc, si je le relativise par rapport à la moyenne des hommes, la taille de Zlatan est plus éloignée de la moyenne que la taille de Lorenzo. Si on regarde les femmes, l'écart type, la moyenne 1,61, écart type 6,35. Paola Egonu, elle a 1,98 m. Elle a une taille qui est clairement plus petite que la taille de Zlatan, mais quand même, sa taille est plus extrême que la taille de Zlatan, vu qu'on regarde ici les femmes, et donc là, si je calcule le Z-score, il y a un Z-score de 4,4, donc elle est beaucoup plus éloignée de la moyenne des femmes que Zlatan est éloigné de la moyenne des hommes. Et donc ça correspond à ce graphique-là. Donc on avait le mu, et on pourrait regarder la dispersion, donc les écarts types. Donc il y a des valeurs qui se trouvent moins qu'un écart type de la moyenne, 68% de la distribution, qui se trouve au plus 2 écarts types de la moyenne, 95% de la distribution, 3 écarts types de la moyenne, 99% de la distribution pour une variable normale. Et donc on va dire qu'une variable est extrême si le Z-score est plus que 3 en valeur absolue. Donc si il est éloigné plus que 3 dispersions, plus que 3 écarts types de la moyenne. Donc, on va dire que là, la partie centrale de la distribution qui contient 99% de la distribution, ce sont les valeurs habituelles. Dès que je dépasse un Z-score de 3 ou moins 3, donc je suis éloigné 3 fois l'écart type de la moyenne, c'est abnormal, c'est une valeur extrême.
Quoi faire? Bah, si vous rencontrez des valeurs extrêmes, vous allez regarder dans la base de données. Vous allez essayer de retrouver s'il y a une faute qui s'est produite. Donc, si vous avez fait une erreur de frappe ou oublié le comma ou quelque chose, vous pouvez le modifier. S'il n'y a rien qui était incorrect, donc si ce n'est pas vraiment une faute humaine, bah, vous devriez le laisser dans la base à données et le reporter. Donc, vous ne pouvez pas l'éliminer, vous ne pouvez pas le modifier. Oui. Voilà, le Z-score, on va comparer avec 3. Le 3, là. Donc le Z-score, il va relativiser la valeur par rapport à la moyenne et en tenant compte de la dispersion. Donc là, si je retire mu, le centre revient à 0. Je divise par l'écart type. Donc là, cette partie-là va retomber sur 1. Donc si j'ai mu plus 1 dispersion, le Z-score sera 1. Mu plus 2, 3. Mu plus 3, sigma Z égale à 3. Et on dit que si la valeur est plus grande que 3 ou plus petite que moins 3, c'est une valeur inhabituelle, donc une valeur extrême. Donc on va comparer les Z-scores là avec 3 ou moins 3. Tac, tac, tac. Voilà. Cela conclut cette partie-là.